pour avoir stimulé cette discussion fantastique. Et merci, Susanna, pour votre répondant. Et nous allons passer maintenant au second sujet maintenant. Le professeur Bazaway, si je peux vous demander de mettre en place vos PowerPoint pour qu'on puisse les voir. Quelques mots de présentation pour nos deux prochains panélistes qui vont mener notre conversation sur les transplantations de cellules souches. D'abord, on aura le professeur Bazoye Godwin Ozakare de l'Université du Bénin de l'État d'Edo au Nigeria. C'est un hématologue consultant et greffeur de cellules souches. Il a été recommandé par les spécialistes du Nigeria. Nous sommes ravis de vous accueillir à la Fondation et nous attendons d'apprendre davantage sur les défis que vous avez au Nigeria et donc les traitements puissants du traitement de la leucémie. C'est un privilège de vous avoir parmi nous. Et pour lui répondre et présentant les derniers cas, nous avons le professeur Naïm Chowdhury d'Arabie Saoudite. Si vous vous souvenez d'une autre discussion africaine sur les défis, pardon, eh bien, c'est toujours passionnant de l'écouter comme nous le voyons aujourd'hui et donc à la Fondation. C'est toujours trouver des solutions et donc ces contributions sont toujours très enrichissantes. Il est consultant et hématologiste à l'hôpital et centre de recherche du roi Faisal. Et donc, Naïm, c'est un plaisir de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Voilà, merci. Et je vois votre présentation, professeur Bazoueï. Si vous pouviez maintenant la mettre de telle manière à ce que votre écran soit partagé et présenter votre premier cas. Et puis, nous passerons à la discussion. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les présenter dans le chat. Merci infiniment de cette occasion de discuter les défis. Alors, le professeur Bazaway a un micro qui est extrêmement problématique. En fait, nous ne faisons pas de transplantation pour les leucémies au Nigeria. Et en fait, je voudrais parler de ce que nous faisons dans les pays en développement quand on commençait les greffes et voir comment nous avons permis et pu commencer à faire des transplantations et les défis à relever quand on ne peut pas faire de greffe pour les leucémies. Alors, il faudrait peut-être cliquer sur le « Voilà ». Alors, je dirais que nous avons commencé les greffes en 2011 à notre hôpital d'Université du Bénin et en 2019, nous avons commencé simple avec des cellules simples, des greffes de cellules souches hématopoïétiques au Kenya, en Tanzanie. Et donc, les collègues disaient que on allait les commencer incessamment. Et en fait, les transplantations pour les leucémies sont faites en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Nigeria, en Tunisie, au Maroc et en Égypte. Au Nigeria, je dois dire que tous nos patients de LCM sont envoyés au professeur Drossimit à IFE, qui est un spécialiste du traitement de patients qui ont une transformation blastique de la LMC qui nécessite une TCSH. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas commencer l'allo-HCSH pour les leucémies au Nigeria, bien que on ait commencé en 2011. Donc, on traite par des médicaments. On a pu aussi faire des recherches basiques pour améliorer la gestion de nos patients. Donc, c'est un vrai défi. Et donc,
donc, on a commencé en 2011 euh, et des transplantations pour les leucémies. Voilà les défis essentiels. Ce sont des défis généraux de divers niveaux dans la plupart de nos pays. Euh, En développement, les gouvernements n'ont pas l'intention d'améliorer les soins de santé. Et puis, il n'y a pas de politique d'assurance maladie efficace pour couvrir la TCSH. Le financement pour la santé reste inférieur aux 15% déclarés par l'OUA, déclaration d'Abuja. Et euh, ils investissent généralement moins de 5% dans les financements de santé. Un problème de médicaments qui sont importés en devises étrangères et c'est généralement très cher. Et puis le personnel est formé et peu nombreux et la plupart d'entre eux ont également immigré vers l'Europe et l'Amérique. Donc, euh, il y a des problèmes d'alimentation en électricité, et puis l'insécurité dans la plupart de ces pays qui ne sont pas sûrs, ce qui rend difficile la présence d'expatriés étrangers. Une absence d'infrastructures, d'équipements standards. La plupart des centres n'ont pas les moyens de se doter d'infrastructures. Cette situation empêche aussi de nombreux centres, même s'ils ont un personnel qualifié, en fait, ils ne peuvent pas lancer d'activité dans le domaine de la TCSH. Donc, les pays en développement devraient vraiment euh, travailler dur pour avoir davantage d'installations pour répondre aux besoins des patients. Alors, on ne peut pas parler de nos défis. Il faut parler donc des transplantations pour les leucémies. Comme je l'ai mentionné, nous avons commencé avec des cellules simples, ce qui est plus simple. Le Nigeria a un plus haut niveau, mais en plus, nous avons commencé avec des patients euh, qui n'ont pas les installations près d'eux nécessaires euh, pour pouvoir faire euh, des traitements. Donc, premièrement, le niveau financier est très, très bas. La plupart des gens, les familles ont besoin d'économiser sou par sou pour payer les coûts de ces soins de transplantation. Les transplantations au Nigeria, c'est entre 20 à 25 000 dollars par rapport à d'autres pays. Donc, ça, c'est très difficile pour les familles d'économiser de telles sommes. Et donc, c'est très difficile. Les gens, généralement, n'ont pas le temps de vie pour économiser ces sommes. Et pendant la leucémie, vous savez que la transplantation doit se faire dès la première rémission. Donc, la plupart du temps, les patients de leucémie n'ont pas le choix. Ils ont des difficultés à trouver cet argent. Et donc, les patients de leucémie, nous leur faisons nous avons des problèmes. Donc, c'est très complexe pour nous. Nous n'avons pas, même si on a besoin des installations de base, des études, mais nous avons du mal et avoir quelques patients de bon pronostic pour commencer la transplantation pour les leucémies. Évidemment, c'est extrêmement compliqué. La plupart des centres du pays, comme dans les pays en développement, ne peuvent pas traiter les patients avec des TCSH autologues. Et donc, il faut, et je vais le présenter plus avant, l'interprète s'excuse, mais le son de l'intervenant est vraiment extrêmement mauvais. Alors, en- nous avons donc aujourd'hui des installations de base, comme je l'ai mentionné, et nous savons aussi que quand vous écouterez mon collègue pour ce qui est de la gestion de nos patients, il faut faire beaucoup d'études génétiques, ce qui est difficile déjà dans les pays développés. Donc, trouver les marqueurs et voir s'il y a un bon pronostic ou pas pour chaque patient. Donc, c'est un défi dans les pays développés, mais dans les pays en voie de développement, c'est encore plus difficile. Donc, voilà ma présentation donc sur les défis et les commentaires avant de passer au rapport, à la présentation de cas. Euh, voilà, merci.
Y a-t-il des commentaires sur le contexte? Euh, donc, avant que l'on passe à la présentation de cas, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que ce sont des défis très complexes. Le docteur Bazoya, est-ce que vous n'avez pas donc les instruments nécessaires pour soigner la leucémie au Nigeria, par exemple les anticytokines, Aludim, ou donc par exemple pour essayer de réduire les risques de crise plastique, par exemple. Oui, nous avons tous les médicaments dont vous avez parlé au Nigeria. Parfois, nous avons certains médicaments qui sont importés d'Inde, ce qui évidemment est beaucoup plus accessible financièrement parlant, mais tous ces médicaments sont difficiles à trouver au Nigeria. Et donc, quand un patient a une première rémission, la plupart des familles ne sont pas prêtes financièrement à passer à une greffe, ils n'ont pas les moyens. Et donc, dans le passé, on avait généralement euh, des sponsors et des financiers, mais trouver les fonds pour payer, pour avoir des thérapies TKI, eh bien, c'est très, très difficile. Je suis d'accord. Et en effet, ce type de procédures comme les greffes et transplantations doivent effectivement rester financées par l'État parce que les patients ne peuvent pas le faire, évidemment. Euh, et il y a beaucoup d'exemples de transplantations qui sont généralement meilleur marché que de financer la médication, botulisumab ou autre, euh, qui est généralement 5 fois plus cher. Donc, dans certains cas, c'est plus difficile de faire une transplantation une fois pour toutes plutôt que continuer à donner des médicaments à vie à ces patients, ce qui est beaucoup plus cher que faire une greffe. Oui, en effet, vous avez raison. Effectivement, c'est vrai que les soins par LCM sont beaucoup plus chers. Oui, c'est intéressant ce point de vue économique. Professeur Baldwick, Très intéressant, votre cas. professeur Bazaway, d'un point de vue économique. Oui, merci beaucoup. J'aimerais vous parler d'un autre cas pour que vous compreniez les difficultés que nous rencontrons. Bon, ce sont des données qui sont assez connues. Nous savons que l'Afrique et la Méditerranée ne réalisent que 2 à 3% des activités mondiales de TCSH. Les centres d'Afrique qui pratiquent la TCSH sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Nigeria, la Tanzanie et le Kenya. La première allo a été faite au Nigeria en 2011 et puis ensuite en 2022 sur un total de 22. Alors désolé, je me suis perdue dans mes diapositives, dit l'orateur. Donc je disais que de 2011 à 2022, nous avons fait 22 HSTC pour le SCD. Donc ici, nous avons un cas. Master MN est un patient chez nous. Il était atteint de drépanocytose, âgé de 7 ans, dans un environnement monogame de 5 enfants, 2 frères et sœurs, atteint de drépanocytose, décédé plusieurs années auparavant. Il s'est présenté avec 2 épisodes antérieurs d'AVC et des complications neurologiques. Et il avait également des cicatrices de brûlure après être tombé dans un feu pendant l'un des épisodes de convulsions et une PCV stable de 19 à 22%. Le donneur était son frère et sa sœur âgée de 14 ans. Alors, en termes de méthodologie, avant la greffe, on s'est dit qu'il y avait un certain nombre de choses à faire, et c'est ce que l'on fait également dans d'autres pays. On fait un protocole de préconditionnement
Il fallait voir s'il n'y avait pas d'autres infections, parce que vous le savez, dans la plupart des pays en développement, il y a tout un ensemble d'infections possibles. Nous savons, par exemple, qu'il y avait un patient qui a commencé à être traité au Ghana, puis qui finalement est décédé au Nigeria en raison d'une infection. Pour nous, dans les pays en développement, il y a un certain nombre de précautions à prendre. C'est ce que l'on appelle le protocole de préconditionnement, avec des anthelmintiques, une thérapie antipaludique, un dépistage de la tuberculose, une étude sur le fer. Parce que nous savons très bien que le conditionnement doit être fait avec le RIC en utilisant l'ATG, le flux ou le BU. Le docteur Naïm a parlé tout à l'heure des cellules souches. Pour nous, ce n'est pas toujours facile d'utiliser des cellules souches. Donc, nous utilisons ce que nous pouvons trouver au niveau de la moelle osseuse. Donc, comme je le disais, il y avait des antibiotiques, des antipaludiques, des antifongiques, des antiviraux, à titre prophylactique, hein, en raison de l'absence de laboratoire de diagnostic avancé. Et nous avons utilisé la cyclosporine et le MMF pour la prévention de la GVHD. Et les résultats, de très bons résultats, avec une prise de greffe de neutrophils et de plaquettes, respectivement à 14 et 17 jours. L'hémoglobine était bonne à partir du 12e jour. Le patient était réimmunisé avec des vaccins atténués sélectionnés. Et la greffe qui a été effectuée en 2011 se maintient. Le patient est toujours en vie et bénéficie d'un suivi clinique. Et il est à l'école. Voilà, nous avons ce petit enfant en 2011, il avait 7 ans. Et nous avons pu faire une greffe au bon moment, en suivant les normes internationales. Nous avons fait preuve d'une certaine ambition ici. Ce n'était pas une opération facile pour nous, compte tenu de nos installations. Voilà, merci. Merci, by the way. Vraiment une très belle histoire, hein. Naïm, est-ce que vous avez des questions ou des réflexions là-dessus? Écoutez, pour moi, il est difficile de dire, écoutez, continuez et intéressez-vous uniquement aux souches. Mais je comprends que des patients leucémiques doivent être préparés à la chimiothérapie. Il y a un diagnostic d'une maladie, mais il y a également des facteurs de risque à prendre en compte. Si vous êtes dans un pays ou dans une région qui a des circonstances particulières, vous devez tenir compte de cela. Et ce qui est important, c'est d'apprendre à assurer une prise en charge en fonction des conditionnements. Est-ce que vous avez d'autres de greffe à plot? Oui, nous, 6 aplos. Et quel est le taux de réussite? Si vous avez un bon taux de réussite avec les aplos, ça peut être intéressant. Et à ce moment-là, les frères et sœurs peuvent être utilisés comme donneurs, effectivement. Pour les aplos, nous avons un taux de succès de 68%. Mais nous avons également des cas très négatifs, hein, notamment avant l'aplos. Nous avons rencontré des situations extrêmement difficiles où nous voulions faire une greffe, mais où ça n'a pas pris. Donc, je dirais 60 à 68% de taux de survie. Et qui paye, le patient ou l'État? Réponse, le patient. Et ça, c'est le problème. C'est lui qui doit mettre la main à la poche.
l'État ne paiera que des choses de base, la malaria, le paludisme, quoi, ce type de problème. Le plus grand défi pour les pays en développement, c'est le prix de la santé. Dans des situations difficiles, c'est aux patients de payer. Si vous vouliez transposer cette expérience à d'autres patients leucémiques, est-ce que ça coûterait le même prix ou est-ce que ça coûterait plus cher? Écoutez, je crois que ça coûterait plus cher. Nous avons commencé avec l'ALO pendant 4 mois et puis ensuite on est passé, à cause des complications, nous sommes passés à la phase suivante. Donc nous avons pu obtenir un bon taux de réussite, mais pour la PLO, il faut qu'on soit au niveau du full match. Et ça coûte 5 000 $ parce que et le post-opératoire est cher aussi. Amanda, on voit les défis, oui, absolument, de très très gros défis. Et il semble ici qu'il y ait une opportunité pour faire un travail d'économie de la santé très intéressant pour voir comment est-ce que l'on peut renverser la situation pour ces patients, à quel moment intervenir, quels sont les risques d'une non-intervention. Naïm, est-ce que vous souhaitez présenter votre cas maintenant? Merci beaucoup, by the way. Est-ce que vous pouvez retirer vos diapositives que l'on passe au cas suivant? Vous voyez mes diapositives? Absolument, vous devez simplement les mettre en présentation écran total. Alors, je voudrais présenter ce cas. On m'avait dit que Bazaway n'avait pas un cas LMC, mais un autre cas. Donc, je me suis dit que j'allais proposer un cas LMC pour voir les défis. Bien qu'en Arabie Saoudite, nous n'ayons pas les mêmes problèmes. Mais nous sommes quand même dans une zone euro-méditerranéenne et nous avons accès aux greffes. Ici, nous avons le résumé d'un cas d'une jeune fille qui a développé une leucémie myéloïde chronique, qui est passée à une leucémie aiguë lymphoblastique avec une crise de blast lymphoïde et une mutation. Il n'y a pas eu de réponse lorsqu'on lui a donné de la dasatinib, donc il a fallu prendre une autre voie. On a fait d'autres examens, certains étaient négatifs, mais on a quand même eu une confirmation de la leucémie lymphoblastique et des crises de blast lymphoïde à partir d'une LMC sous-jacente. Le SNC était négatif et on s'est rendu compte qu'il y avait également une association à risque élevé avec une mutation de T3151 positive. Elle avait déjà suivi une chimiothérapie à multi-agents et elle a manifesté une certaine résistance. C'est pourquoi nous avons décidé de modifier notre approche avec du blinatumomab et de la ponatinib. Et on a essayé de faire une consolidation jusqu'à la greffe. On lui a donné un premier cycle, 1%, ensuite un deuxième cycle. Elle a eu une deuxième opinion aux États-Unis à Boston. On a refait un autre cycle de blinatumomab. Et puis, il y a eu une évaluation pré-SST pour la transplantation de cellules souches. La chimio IT8 en prophylaxie du SNC a été donnée et on s'est rendu compte quand même d'un certain nombre de choses.
Donc, il y a eu cette évaluation pré-SST le 28 août, hein, pour la greffe. Ici, vous avez l'évaluation de la maladie après la GCS et puis avec la greffe. Donc, il y a eu une réponse moléculaire, mais pas totale. Et au niveau du chimérisme, autour du 60e jour, il y a eu une réaction. Il y a eu une diminution progressive de l'immunosuppression à partir du 120e jour. Au 142e jour, on a vu une rechute de la leucémie extramédulaire sous forme de masse mammaire gauche. Je lui ai donné une dose de DLI. Et puis, ensuite, il y a une rémission totale. Elle est suivie. Je crois que maintenant, les choses sont en train de s'absorber progressivement. Elle continue à être suivie. Nous avons une faible dose, quelques milligrammes qu'elle devra prendre pendant en tout cas 5 ans parce que nous voulons éviter une rechute. En réalité, il n'y a pas de ligne d'orientation claire sur combien de temps on doit continuer le traitement. Nous pensons que c'est 5 ans. Dans certains cas, on pense que c'est 3 ans. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une récupération à 100%. Donc là, il y a eu une rechute à un moment donné et puis ensuite une rémission. Donc pour l'instant, on continue le ruxolitinib et le ponatinib. Maintenant, pour ce qui est de l'évaluation actuelle, donc statut de rémission pour l'instant, chimérisme du donneur à 100%, TEP répété CMR, quelques antibiotiques. On a commencé les vaccinations. Elle est suivie dans notre centre et on fait une gestion des complications à long terme avec dépistage si nécessaire. Alors, de fait, il y a un problème de ressources parfois et de disponibilité des services de soutien de la pharmacie ou des services de laboratoire et de l'imagerie. C'est nécessaire au niveau des services de soutien, mais également pour la suite. Si vous voulez, s'il n'y avait pas d'aide, j'aurais perdu cette patiente au moment des rechutes. On n'aurait pas pu l'aider pour une guérison à long terme. Il est très important que les services de soutien soient disponibles et qu'ils puissent identifier les rechutes précoces afin que l'on puisse intervenir très tôt. C'est difficile de procéder à un tel STC dans les pays aux ressources limitées. Alors, j'ai décidé de présenter ce cas simplement parce que je me suis dit que ça serait intéressant de comparer avec le cas de Bazaway. On voit dans un cas ce que l'on peut faire avec des ressources et ce que l'on peut faire quand on en a moins. On peut voir néanmoins qu'il y a un risque élevé et qu'il y a de toute façon un risque de rechute à un moment donné. Et bon, pour l'instant, elle a une bonne qualité de vie, elle est médecin elle-même. Et donc, moi, dans ce cas, j'irai directement pour des soins, ce qu'on appelle une chimo légère. C'est donc intéressant avec le bétazone qui, avec une bonne réaction après la transplantation, euh, donc pas besoin de passer par le natulizumab qui est beaucoup plus cher. Et pour les crises blastiques, j'utiliserai une dose totale de TKI si vous avez à disposition pour une bonne thérapie. C'est aussi donc 2 plus 5, donc ce qui est inévitable, et donc vous pouvez arriver à une rémission pour passer à la greffe. Si vous pouvez, si le patient peut supporter ou payer, pardon, une triple transplantation, je pense que c'est une bonne chose de le faire, donc pour éviter davantage de chimio. Donc vous pouvez maintenir ainsi les coûts en utilisant
une Chemolite et pas celle que j'utilise parce que ça, évidemment, ça dépend des ressources financières. Mais on peut avoir un patient en pleine rémission jusqu'à la transplantation et donc ensuite, avec cela, on peut avancer. Merci beaucoup, Naïm. Ça a été vraiment passionnant. Merci pour les réponses sur les transplantations de moelle osseuse et de cellules souches. Si maintenant, Mathilda, si vous voulez réagir, commenter, rappelez-nous. Rappelez-vous qu'il y a des questions dans le chat. Vous pouvez lever la main si vous voulez prendre la parole sur tous les sujets que nous avons couverts ce soir. Mais d'abord, nous allons revenir à Mathilda et le reste du panel. Merci infiniment pour ces deux présentations. Question pour le professeur Naïm. Dans notre contexte, nous avons une majorité des patients en crise blastique, ils ont des leucémies myéloïdes aiguës et donc on essaie de les traiter par la chimio et avec des options pour la prolactinine comme l'isatidine. Quelle est la prédominance de la présentation plastique que vous voyez et en termes de résultats de la crise plastique myéloïde post-transplantation? Écoutez, comme vous le voyez, la plupart des transplantations maintenant sont dans les maladies donc en rémission et plus de 60 à 70% des cas de myéloïde, généralement, ce sont des crises lymphoblastiques. Pour l'instant, nous n'avons pas perdu de patients en rechute à la maladie, mais on a eu une mortalité plus importante à cause de réactions post-greffe et on n'a pas perdu de patients à cause de la rechute de la maladie ou du retour de la maladie. Donc, j'ai un autre patient qui est revenu avec une crise plastique 50 jours après, avec une crise plastique importante. Et donc, on a tout de suite mis des immunosuppresseurs et avec 45 mg et donc des doses de 100 mg à plein tube. Et en quelques jours, elle a totalement récupéré avec 100% de résultats. Mais bien sûr, il y a des problèmes de rejet, etc. Mais généralement, là, ça fait 2 ans maintenant et elle est encore en rémission. Donc, le CML, et le soutien TKI, ça repousse évidemment les rechutes. C'est sûrement donc la mortalité surtout de sous médicaments. Donc moi je suis pour la mise en place de transplantation. Évidemment, quand il y a des problèmes de ressources, il faut faire le mieux possible pour baisser la mortalité due au traitement. Et avec une bonne prophylaxie, on y arrive. Et je dirais même avec un peu dans les leucémies, même la chimio peut être bénéfique. Et donc la majorité des patients sont en rémission. By the way, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, docteur Naïm, je voudrais découvrir. J'ai eu l'expérience de patients chroniques qui demandent des transplantations. Ce que je veux dire par là, nous savons que ceux qui sont en crise blastique ont tendance à avoir un haut taux de mortalité. Et notre expérience, ce sont des patients à la phase chronique qui demandent des greffes. Et peut-être, donc, il faut attendre qu'ils passent à la phase chronique plutôt qu'à la phase blastique. Oui, j'ai fait des transplantations dans des cas de ce type, en particulier avec des pincatopines et il y a eu une récupération totale. Et même et d'autres n'ont pas du tout récupéré. Donc, on a fait des transplantations à haute dose 1 ou 2 fois, mais la plupart du temps, on a la mutation 5A et donc ils ont perdu la MMR. Donc, j'utilise parfois ces réponses moléculaires et si ça continue à monter, je fais la transplantation. J'ai certains avec des maladies résistantes et d'autres plus tolérants. La plupart
d'entre eux, moi, je n'ai pratiquement pas perdu de tension, ils continuaient à aller bien. Je suis curieuse de savoir ce que le professeur Suzanne a à dire sur cette question en particulier, vu les données que nous avons, les plus sérieuses viennent d'Occident en ce qui concerne les bons résultats de la TKI sur ces patients qui réagissent bien. Et le taux de survie, est-ce qu'il est similaire à la population générale? Pour bien comprendre, en termes de patients de greffe, donc sur 5 groupes de patients qui sont plutôt résistants, comme vous l'avez mentionné, et ceux qui sont passés par des crises blastiques ou des mutations. Voilà. En fait, notre recommandation serait de sélecter les patients plus tôt, avant qu'il y ait une crise blastique, avant d'aller à la transplantation. Les résultats d'une greffe après la crise blastique est beaucoup plus dur, alors que c'est plus simple si vous faites une greffe en phase chronique. C'est un point important. Nous, comme dans nos données de greffe de moelle osseuse dans notre association, on voit que les patients qui font des greffes à des stades trop tardifs. Donc, c'est ces recommandations comme les points donc, du réseau des leucémies, donc des lignes directives, et nous discutons des greffes avec les patients. S'il n'y a pas de réponse TKI, nous avons nous avons actuellement des greffes, 2 d'entre eux après la crise, 2 ont pas très bien marché et les 2 autres, c'est pas non plus, on est plutôt en rechute. Donc on a découvert que 2 à la phase chronique, tardive, donc juste avant la crise plastique, eh bien en fait, eux répondent très bien. Heu et donc nous voyons pas de rejet. Ils n'ont pas fait d'autres thérapies, donc voilà. C'est en fait, c'est de ça dont on parle. Je pense que nous devrions, travailler sur la même on ne peut pas se baser sur le fait que c'est la même situation partout dans le monde, évidemment. Ça devrait être comme ça, bien sûr. C'est ce qu'il faut souhaiter, évidemment. Ça, c'est une question de politique de santé et financière. C'est voilà, le sujet aussi pour la discussion d'aujourd'hui, bien sûr, les défis de ces inégalités dans le monde. Atam a posé une question. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait y répondre, mais c'est l'intérêt de savoir s'il y a des centres en Afrique qui proposent des greffes de cellules souches pour la leucémie. Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose de local qui se développe? Je pense que les pays nord-africains les font. Parce qu'ils font partie de ce groupe de IPDMT et donc de l'Égypte au Maroc, ils ont des centres de transplantation de cellules souches pour la leucémie. Oui, Amanda, je fais partie de la Société africaine de greffe de cellules souches. Donc ça se fait en Afrique du Sud aussi, la greffe en Tunisie et en Égypte. Et ce sont des centres, et le Maroc, où il y a des greffes de cellules souches. Donc, par contre, en Afrique subsaharienne, disons, le Nigeria, la Tanzanie a commencé l'année dernière et le Kenya fait partie aussi de l'équipe. Donc, ces 3 pays qui sont mentionnés dans l'Afrique subsaharienne pour les myélomes et et les greffes de cellules souches, mais pas pour la leucémie. Donc, on coopère avec le groupe LCM pour essayer justement arriver l'année prochaine à des greffes pour les leucémies. Merci beaucoup pour vos réponses très détaillées. C'est tout à fait utile et j'espère que c'est une bonne note d'espoir pour terminer nos débats de ce soir. Je voudrais
remercier notre parallèle pour ces magnifiques présentations et aussi pour les discussions et ces conversations qui ont eu lieu. Ça a été absolument passionnant de vous écouter. Merci à tous pour vos questions, pour vos réponses dans la discussion et dans le chat. Si vous avez des questions encore qui n'ont pas été traitées et que vous voudriez poser à nos palestites, eh bien, faites-le simplement par email à la Fondation CML, vous recevrez toutes les réponses et les instructions nécessaires. Je voudrais remercier aussi Gisèle et Laurence pour leur interprétation ce soir et pour le travail qu'elles ont investi. J'espère de tout cœur que nous nous reverrons bientôt de nouveau lors de notre prochaine réunion qui aura lieu dans environ un mois. Non, c'est pas la diapositive que je voulais voir. Donc, le mercredi 20 novembre, nous espérons vous retrouver sur le sujet. Donc, la tâche presque impossible de répondre aux recommandations des laboratoires Eulen 2023 dans les pays de revenus intermédiaires. Comment est-ce qu'on peut améliorer ces résultats? Sujet passionnant s'il en fut, en effet. Donc, nous attendons avec impatience de vous retrouver et ce sera encore une session où nous pourrons certainement traiter non seulement des questions cliniques, mais aussi politiques et économiques. Donc, ce sera certainement intéressant. Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre. Et entre-temps, eh bien, rappelez-vous que vous pouvez toujours être en contact avec notre fondation et continuer cette conversation et faire partie de cette conversation sur le site web et rester en contact avec donc dans les documents, dans les articles du mois, dans les discussions de cas cliniques et au-delà de ça, je vous souhaite donc une très bonne soirée et j'attends de vous retrouver tous dans un mois. N'hésitez pas à envoyer des emails à Molly si vous avez des questions. Nous serons ravis d'y répondre. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir.